Cette réunion est en cours d'enregistrement. Continuez. Bonjour à tous. Alors, on attend peut-être encore quelques petites secondes que les personnes se connectent. Ça arrive tout doucement. Nous patientons. Voilà, ça continue d'arriver. Parfait. Alors, on va commencer. Hop. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis Alizée, je suis chargée marketing chez Ma Bonne Fée. Et donc, on vous accueille aujourd'hui en compagnie de Benoît et Geoffrey de chez Et Pourquoi Pas pour le webinaire sur donc, les RPS et nouveaux modes de travail, comment bien appréhender la rentrée. Donc, un vrai thème de septembre. Petit rappel pour tout le monde au niveau technique. Vous avez sur le côté, normalement sur votre côté droit, vous avez donc un chat où vous pouvez chatter, comme son nom l'indique. Vous pouvez interagir avec nous. Vous pouvez également poser des questions de façon anonyme ou lever la main pour avoir la parole. Et donc, je laisse la parole à Benoît. Geoffrey, du coup, c'est moi qui vais commencer. Geoffrey, pardon. C'est pas grave, c'est pas grave. Justement, on va se présenter. Donc justement, Geoffrey et Benoît. Donc je vous laisse savoir qui est qui. Hein. Je pense que ça va pas être trop compliqué non plus. Donc on est tous les deux ergonomes et psychologues du travail, mais aussi formateurs. Et nous sommes les cofondateurs du coup de Et Pourquoi Pas, qui est une structure d'accompagnement et de formation des entreprises. Hein. Donc en fait, notre vocation, c'est d'accompagner les hommes et les femmes qui travaillent quotidiennement dans ces entreprises, de les faire monter en compétences sur différents sujets. Et notre approche, en fait, comment dire, oula, je perds déjà mes mots. En fait, elle est centrée sur différentes manières de faire. Donc déjà, on se base beaucoup sur la science. Hein, ça, c'est lié à notre métier, donc ergonome et psychologue. Donc on est très porté là-dessus, à vulgariser en fait des éléments scientifiques, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se font, qui se découvrent sur le monde du travail, qui peuvent servir les entreprises. Sauf que malheureusement, ces entreprises, soit n'ont pas le temps, soit ne savent pas ce qui se fait. Donc notre rôle, c'est déjà de les accompagner sur la montée en compétences par rapport à ces sujets. Ce qu'on aime aussi faire, c'est partir des contraintes réelles des entreprises, de leur réalité, pour les accompagner. Hein. On part du principe que ce ne sont pas des coquilles vides, elles ont leur expérience, elles ont leur réalité. Donc, on se base là-dessus, du coup, pour les accompagner. Et puis, une approche qui n'est pas du tout descendante, hein, ce n'est pas du tout notre manière de faire. Ce qu'on aime, c'est la pédagogie, c'est l'aspect un petit peu ludique, et c'est de prendre plaisir aussi par la formation. Je m'arrête un petit peu là. Benoît vous en parlera un petit peu plus tout à l'heure hein, sur les différentes thématiques qu'on aborde. Je pense que ça pourrait vous intéresser. Alors, comme l'a suggéré du Coalisé, on a rejoint depuis peu l'équipe d'experts du coup de Ma Bonne Fée. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la santé au travail, l'efficience au travail, l'efficacité au travail. Donc, comme vous le dira aussi Benoît tout à l'heure, on a tout un champ de formation qui traite de ces sujets. Alors, quelques mots du coup d'introduction sur ce webinaire. Hein. Donc, pourquoi ce webinaire? Eh ben, c'est parce que c'est la rentrée, comme vous le savez. Alors, pour nos chers enfants, qui sont rentrés il y a déjà une semaine, mais aussi pour leurs parents et de manière générale pour les adultes, hein, avec une problématique en fait, qui nous a été remontée par Ma Bonne Fée, puisque plusieurs de ses adhérents sont confrontés à quelque chose qui est relativement nouveau. C'est que finalement, la rentrée cette année, c'est pas seulement reprendre le travail après une période de vacances, mais c'est aussi pour beaucoup de salariés et de managers, reprendre le travail sur site, en présentiel, après une période de télétravail qui a duré relativement longtemps. Et pour beaucoup de ces salariés, cette reprise, en fait, dans certains cas, est un petit peu compliquée. Certaines reviennent volontiers, et heureusement, mais d'autres freinent un petit peu, viennent à reculons, pour différentes raisons. Donc l'idée, c'est déjà de traiter de ce sujet-là. Du coup, forcément, sous l'angle des risques psychosociaux, donc ça, on va un petit peu en parler. C'est une thématique que tout le monde connaît globalement, mais qui, du coup, émerge à nouveau avec cette période post-confinement, enfin même pas post, parce qu'on est toujours hein, les questions sanitaires. Donc de donner du coup des éléments un peu de compréhension d'une part et aussi des pistes concrètes. Donc c'est justement les deux objectifs que nous nous sommes donnés. D'abord, bien appréhender la question. C'est un sujet qui n'est pas forcément très très simple. Comme j'ai dit, nous, ce qu'on aime, c'est vulgariser des concepts. Donc, c'est de vous apporter en gros des outils de réflexion pour aborder le sujet de la bonne manière.
Donc ça, c'est ce que moi, je ferai principalement. Et ce que fera Benoît, du coup, c'est après toute cette phase un petit peu de réflexion, c'est donner des pistes concrètes de réflexion, d'action, pour, si ça se pose pour vous, améliorer les choses, ou en tout cas préserver ce que vous faites déjà bien. Donc voilà un petit peu pour l'état d'esprit. Le plan de ce webinaire, du coup, il est relativement simple. On va commencer, comme pour le dernier webinaire qu'on a fait, par un petit quiz sur les risques psychosociaux, déjà pour tester un petit peu vos connaissances, hein, même si vous verrez, on est là sur un ton un petit peu léger. Ensuite, on va se poser concrètement la question de ce que sont les risques psychosociaux, au sens où les ergonomes l'entendent, hein, en tout cas. Ensuite, se poser la question, revenir au bureau, oui, c'est certainement une obligation dans certaines entreprises, mais pourquoi? Pourquoi faire? Ensuite, Benoît, du coup, vous parlera des enjeux du management présentiel, distanciel. Et puisqu'on parle aussi, du coup, des nouveaux modes d'organisation du travail, se poser la question, du coup, de l'aménagement d'espace en lien avec ces nouvelles organisations. Donc, se poser la question de est-ce qu'on va ou pas vers de nouveaux types d'espaces et des espaces de travail dynamiques. Ensuite, un petit point, donc on va dire qu'on vous apporte quelques fournitures à apporter en plus dans votre cartable de rentrée. Et puis, si on a le temps, si c'est possible et si ça vous intéresse, un petit temps d'échange pour finir ce webinaire. Donc, on va commencer par un petit quiz, comme j'ai dit, hein, sur le sujet des risques psychosociaux, qui est un sujet qui, comme j'ai dit, voilà, tout le monde en a déjà entendu parler. Ça fait plus de 10 ans qu'on entend parler des risques psychosociaux. Pour autant, le constat qu'on fait, nous, assez régulièrement, c'est que rares sont les personnes qui ont une idée finalement bien claire de ce que c'est. C'est-à-dire, si on vous demande aux gens de définir ce que sont les RPS, souvent, elles ont une idée en tête, elles vont sortir des mots-clés. On va entendre parler de burn-out, de stress, etc. Mais définir concrètement ce que c'est plus compliqué. Nous, on va un peu s'y attacher parce que si on arrive à définir concrètement ce que sont les RPS, ça veut dire aussi qu'on a plus de leviers pour, entre guillemets, s'y attaquer. Alors, le petit quiz, il va démarrer. Donc, l'idée, c'est que je vous lise des affirmations qu'on a écrites. Vous avez le choix entre 3 réponses auxquelles vous pouvez répondre via le chat. Donc, soit la réponse A, soit la réponse B, soit la réponse C. Souvent, la réponse A, ça va correspondre à oui. La réponse B, ça va correspondre à non. Et la réponse C, ça va être en gros une petite joke, hein, mais qui veut dire en gros que vous bottez en touche et que vous ne savez pas quoi répondre, tout simplement. Comme j'ai dit, c'est un petit peu léger. Alors, première affirmation. Donc, les RPS et le stress professionnel sont des synonymes. Donc A, c'est la réponse oui, B, c'est la réponse non. C, il y a le bon stress et le mauvais stress. On a tous entendu parler de ça. Alors, on a une majorité de non, hein. D'accord. Même du 100%. 100%, d'accord. Est-ce que tout le monde a pu répondre? Est-ce que tout le monde a pu répondre? Pas tout le monde. Ouais, on est que sur du non, hein. D'accord. Bon, ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. Alors, très souvent, alors c'était surtout il y a quelques années, hein, on entendait beaucoup parler de stress professionnel à la place de risques psychosociaux. Clairement, ce ne sont pas des synonymes. Et puis, cette idée du bon stress ou du mauvais stress, c'était très à la mode à une époque, mais de fait, scientifiquement, ça n'a pas de valeur. Il n'y a pas de bon ou de mauvais stress, il y a juste du stress, qui est une réaction physiologique à certains stresseurs, on va dire. Donc, effectivement, la réponse est non. Donc, ça démarre bien. Deuxième affirmation, les RPS sont des dangers professionnels. Donc, A, complètement. B, non, non. Ou C, c'est quoi le rapport avec le feu? Ceux qui voient le fond d'écran. On a du A, A. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord sur du A? Ouais. D'accord. Donc, pour les répondants, les RPS sont des dangers professionnels. Pour les répondants, absolument. D'accord. Il n'y a pas de nuance? C'est 100% On de a A? un B. Un On a B. un B, ouais. D'accord. B, mais pas uniquement. OK. B, mais pas uniquement. Pas uniquement pro. OK, ça marche. Alors là, du coup, je vais vous décevoir, hein, mais la réponse est non, non. Les RPS, les risques psychosociaux, ne sont pas des dangers professionnels. Donc là, vous allez commencer à vous dire que vous êtes un petit peu perdu, et c'est normal. Hein, l'idée, c'est justement de creuser un petit peu. On passe à la troisième affirmation. Les risques psychosociaux, en vrai, ça n'existe pas. Donc A, j'en étais sûr. B, si ça existe. Ou C, ou là ça m'embrouille. Si, ça Si ça existe. existe. Ou là, ça m'embrouille. D'accord. Majoritairement, qu'est-ce qui ressort? B et C. B et C.
D'accord. 50-50. Ok, alors je ne suis pas étonné par les réponses, mais la bonne réponse, c'est que j'en étais sûr, puisque de notre point de vue en ergonomie, les risques, en tout cas ce qu'on appelle les risques psychosociaux, ça n'existe pas. D'accord? Scientifiquement, en tout cas, vous le verrez tout à l'heure, mais ça n'existe pas. Donc là, si vous êtes embrouillé, c'est normal. Ok, rassurez-vous. Oui, là, tout, oui, oui. Ouais. Les gens sont embrouillés. Ok, Rétablir l'équilibre. c'est normal. En fait, ce qu'on aime souvent faire, c'est d'abord, on part du principe que tout le monde a des connaissances sur un sujet. Ces connaissances ne sont pas forcément vraies, donc on va déjà essayer de voir ce qu'il y a dans le verre avant de le vider. Ah, D'accord, tout simplement. on a une petite intervention, pardon. Oui, On nous demande, c'est juste un terme marketing, média, grand public. c'est une question ou c'est une affirmation? Une question. C'est une question. Ouais. Je ne dirais pas que c'est marketing, hein. En fait, le terme risque psychosocial est apparu en 2008, donc c'est pas très vieux. Il a été institué en fait dans des textes à une époque où on ne savait pas grand-chose du sujet. D'accord. C'est pas pour autant qu'il a une validité scientifique. Mais le terme a été répandu, il est entré dans les textes, donc du coup tout le monde l'utilise, même nous, alors que fondamentalement c'est un terme avec lequel on n'est pas forcément d'accord. Ok, merci. Alors, quatrième affirmation, pardon. Donc là, je vous encourage aussi à regarder le fond d'écran pour vous aider sur la réponse. Donc, le télétravail est une source de troubles psychosociaux. Donc, réponse A, absolument. B, pas du tout. Ou C, c'est un peu plus complexe que ça. Du A et du C. Mhm. C'est globalement, c'est le C qui l'emporte. Hein. C'est le C qui l'emporte, d'accord. Ouais. Bon, là, effectivement, c'est plutôt bon signe, hein. Évidemment, c'est plus complexe que ça. On est tous passés par une phase de télétravail plus ou moins contraint, plus ou moins forcé. On sait que c'est un sujet qui est complexe. On sait qu'il y a des gens qui ne vont pas bien en télétravail, mais on sait aussi qu'il y a des gens qui sont très bien en télétravail. Donc, de fait, c'est un peu plus complexe que simplement affirmer que le télétravail est de fait une source de troubles psychosociaux. OK. Donc, je vais avancer. J'ai fini sur le petit quiz. Et du coup, on va vraiment se poser la question de finalement, c'est quoi ce qu'on appelle les risques psychosociaux? Alors, on a une petite remarque Oui, qui nous dit le quiz est beaucoup plus subtil et nuancé que la dernière fois pour l'ergonomie. oui. Bah, le fait est qu'en ergonomie, pour le coup, il y a très peu de gens qui savaient ce que c'était. Donc, on pouvait y aller, entre guillemets, franco sur des exemples un peu exagérés. Là, l'herpès, tout le monde a déjà entendu ce que c'est. Donc, là, on est un petit peu pointu. Alors, là, je vais vous demander de vous accrocher, du coup, parce que le sujet n'est pas forcément évident. Et en fait, ce qu'on vous propose, c'est vraiment pour comprendre ce que sont les risques psychosociaux, c'est de décortiquer les termes. D'accord. Donc, on reprend mot à mot, donc risque, psycho et social. Vous avez vu que dans le quiz, c'était fait exprès, hein, on a parlé à un moment donné de danger, à un moment donné de risque et à un moment donné de trouble, pour parler de la même chose. D'accord. Ça aussi, c'était fait exprès. D'accord. C'était pour voir en gros que selon les mots qu'on utilise, pour certains, ça renvoie à la même chose, alors que pour d'autres, en l'occurrence pour nous, ça ne renvoie pas du tout à la même chose. Donc, on va commencer par la notion de risque. D'accord. Qu'est-ce que c'est qu'un risque? Dans le monde du travail, il y a une approche classique des risques professionnels qui nous disent qu'en fait, un risque, c'est la rencontre, ou en tout cas la probabilité de rencontre entre un danger et un individu. D'accord. Donc, c'est une probabilité. Et si jamais cette rencontre se fait, elle va créer un dommage, donc soit un accident, soit une maladie professionnelle. Donc, exemple de danger, ça peut être le feu, d'accord, d'où l'image que j'ai montrée tout à l'heure. Ça peut être l'électricité, ça peut être l'amiante, ça peut être le vide, d'accord. Mais ce qui est important, c'est qu'un danger, c'est quelque chose qui est intrinsèquement dangereux. C'est-à-dire que c'est dans la nature du feu, par exemple, d'être dangereux. C'est dans la nature de l'électricité d'être dangereux, d'accord. Dès lors qu'on a un contact avec un être humain, ça crée de fait un dommage. Okay. Sauf que si on parle des risques psychosociaux, il n'y a pas de danger de fait qui est identifié. D'accord. Il n'y a pas quelque chose qu'on va trouver dans un environnement de travail. On peut dire, bah, ça, c'est un danger qui va de fait créer des troubles psychosociaux. Ça n'existe pas. Donc, à défaut, ce qui a été conceptualisé, c'est ce qu'on appelle l'approche plurifactorielle des risques psychosociaux, puisque de toute façon, il n'y a jamais un seul déterminant à l'origine de troubles. Et on parle du coup de facteurs de risque, d'accord, qui seraient tous différents et qui, cumulés, pourraient créer du coup des dommages sur les individus. D'accord. Donc, il y a plusieurs facteurs de risque. Et la particularité, c'est que on est tous différents. Donc, un même facteur de risque peut avoir des effets différents sur différents individus. D'accord. Si je prends par exemple une surcharge de travail, qui pourrait être un facteur de risque, eh ben, il y a des gens à qui ça ne va absolument rien faire. Il y a des gens qui adorent travailler longtemps, qui adorent travailler de chez eux, pour qui ça ne pose pas de problème. D'autres, face à ces mêmes facteurs de risque, vont prendre des médicaments pour tenir le coup, pour ne pas sombrer, pour rester performants.
D'autres vont être en mal-être sans même parfois faire le lien avec le travail. D'autres vont se tuer à la tâche parce que ça fait sens pour eux, quitte à s'épuiser. Et voilà, donc on a tous des effets différents. Et là où ça se complique, c'est que du coup, ces effets différents peuvent à leur tour devenir des facteurs de risque et accentuer les différences entre les individus. D'accord. Donc on a ce double effet. Et souvent, ça complexifie un petit peu la lecture des risques psychosociaux. D'accord. Puisque souvent, justement, les effets de ces facteurs de risque vont créer des troubles qui vont eux-mêmes devenir des facteurs de risque. D'accord. Donc souvent, c'est un petit peu compliqué. Mais ce qui est important dans ce que je vous montre là, c'est que on parle quand même de facteurs de risque. Donc si on parle de risque, ça veut dire qu'on parle de danger. Et en l'occurrence, on ne sait toujours pas quel est le danger. Donc c'est pour ça que nous, en tant qu'ergonomes et psychologues du travail, scientifiquement, ça nous pose un petit peu problème, cette notion. D'ailleurs, comme je disais, hein, puisqu'il n'y a pas forcément de danger dans tout ce qu'on a pu voir, est-ce que finalement, ça veut dire qu'on peut parler de risque? D'accord. Scientifiquement, s'il y a risque, ça veut dire qu'il y a danger. Donc s'il n'y a pas de danger, la question se pose. Donc pour sortir un petit peu de cette impasse, on va se poser la question, finalement, c'est quoi le psychosocial? D'accord. Parce qu'on parle tous de risque, mais finalement, c'est quoi le psychosocial? Alors, déjà, le psycho. Qu'est-ce que c'est que la psychologie? Qu'est-ce que c'est que la dimension psychologique? En fait, c'est très simple. On en a tous une. D'accord. On utilise tous notre psychologie jour après jour, instant après instant. D'accord. Ça recouvre quoi? Ça recouvre l'engagement. D'accord. Le fait de se lever le matin pour aller travailler, c'est de l'engagement. C'est un niveau en dessous de la motivation. Hein. On peut ne pas être motivé, mais quand même aller au travail. C'est ça qu'on appelle l'engagement. Ça va être l'intelligence qu'on va mobiliser, les connaissances qu'on va mobiliser dans le travail. Ça va être pour le coup la motivation. Ça va être les stratégies qu'on va développer pour faire le travail malgré tout, même lorsque c'est compliqué. Ça va être le fait de prendre du recul sur des situations. C'est toujours une bonne chose. Ça va être la volonté de bien faire, le sens du travail, le subjectif, les valeurs, c'est-à-dire qu'est-ce qui pour nous est bien ou pas bien, qu'est-ce qui est acceptable ou pas dans le travail. Ça va être aussi la confiance en soi, la confiance professionnelle. Donc tous ces éléments-là, c'est ce qu'on appelle la dimension psychologique. Et puis en face, on a la dimension sociale qui recouvre le climat social, la reconnaissance de la part des collègues, de la part des pairs, de la part du client aussi, la confiance aussi de la part des autres, d'accord, ce qui est un élément très important, l'entraide, le soutien, le collectif, la culture de l'entreprise, tous ces éléments-là. D'accord. Et ces deux dimensions, elles sont forcément interdépendantes. D'accord. La dimension sociale nourrit la dimension psychologique et inversement. D'accord. Même quelqu'un qui travaillerait seul à son compte, d'accord, il serait seul dans sa boîte, et il bosse forcément pour quelqu'un. Donc il y a toujours cette dimension sociale. Et donc, si on revient sur la notion de risque, je pourrais vous demander, finalement, ces deux dimensions, est-ce que c'est des risques? Est-ce que la motivation est un risque? Est-ce que l'entraide au travail est un risque? D'accord. De fait, non. Si jamais c'était des risques et qu'on suivait le code du travail, il faudrait les supprimer. D'accord. Donc, il faudrait supprimer la volonté de bien faire. Il faudrait supprimer l'entraide. Il faudrait supprimer le collectif. D'accord. Donc, la notion de risque psychosocial, elle ne tient pas concrètement si on voit les choses comme ça. Donc, de fait, pour nous, cette dimension psychosociale n'est absolument pas un risque, mais c'est plutôt une ressource pour le travail. D'accord. La motivation est une ressource pour le travail. L'entraide est une ressource. L'engagement est une ressource. D'accord. Donc, nous, on parle de ressources, de ressources psychosociales, et cette ressource, en tant que telle, elle doit être préservée. D'accord. Donc, tout l'enjeu en fait, de la prévention des RPS, c'est avant tout de préserver la ressource psychosociale. Donc, nous, c'est comme ça qu'on voit les choses, et c'est pour ça qu'on vous dit que les risques psychosociaux, ça n'existe pas. J'espère que c'est plus clair pour tout le monde, mais si jamais vous avez des questions après, n'hésitez pas. Donc, comme je disais, on parle de ressources psychosociales qui doivent être préservées, car c'est elle qui permet de réaliser le travail, voire même d'y prendre du plaisir, même lorsque le travail est compliqué. D'accord. Ce n'est pas parce que le travail est compliqué qu'on ne peut pas prendre de plaisir au travail, tant que la ressource psychosociale est préservée. D'accord. Donc, j'espère que c'est clair, mais encore une fois, n'hésitez pas à me poser des questions si besoin. Donc, cette dimension psychosociale, cette ressource psychosociale, comme toute ressource, elle peut s'épuiser. D'accord. Et donc, en tant que scientifique, nous, on parle de troubles psychosociaux, comme on parle de troubles musculo-squelettiques, par exemple. Et donc, c'est quoi ça? Ce sont des manifestations qui sont diverses, hein, donc mal-être, inquiétude, tension, conflit, qui, avec le temps, peuvent se développer sous des formes plus graves. Donc, le stress chronique, l'angoisse, les souffrances, la dépression, le burn-out. Donc, il y a d'un côté ce qu'on ressent, d'accord, de négatif au travail, et il y a ce qu'on fait de ce qu'on ressent, à savoir des comportements. D'accord. Exemple, agressivité, violence, addiction, harcèlement, et dans le pire des cas, le suicide ou la tentative de suicide.
D'accord. Donc, il faut bien comprendre que quand on parle de troubles psychosociaux, il y a ces deux éléments-là. Ce que je ressens au travail et ce que je fais de ce que je ressens. D'accord. Et par exemple, l'agressivité, qui peut être vue pour le coup comme un facteur de troubles psychosociaux, parfois ce n'est que la conséquence d'autre chose, d'accord, qui est liée au travail. Donc tout l'enjeu, justement, c'est de comprendre quelle est l'origine de ces comportements et de ne pas les prendre comme l'origine du problème. On a une participante qui nous dit que c'est bien plus clair pour elle parce qu'elle Mhm. avait une très très vague idée à l'origine de ce qu'était la RPS. D'accord. Merci pour ce retour. C'est très gentil. Alors, je vous montre un schéma que j'aime beaucoup, qui est très utile pour nous. C'est le schéma d'un scientifique qui s'appelle Sandro de Gasparo, et ce schéma date de 2012. Et ce qu'il nous dit en gros, c'est qu'on ne passe pas du jour au lendemain, de lundi à mardi, du monde des bisounours, où tout va bien dans l'entreprise, à mardi, c'est catastrophique. En général, ça prend du temps. Et on distingue trois phases. La phase 1, la phase 2, la phase 3. La phase 1, c'est la phase où on peut avoir des tensions ou des problématiques dans le travail. Ça, ce n'est pas forcément grave. On peut avoir des désaccords, on peut avoir des plaintes, on peut avoir de l'incompréhension, on peut avoir quelques tensions parfois dans l'équipe. Ça, ce n'est pas grave tant que, et du coup, j'aimerais bien vous montrer le bas du schéma, tant qu'on peut en parler, on peut exprimer ce qui ne va pas, tant que c'est compris, par nos décideurs, par nos managers, même par nos collègues, et tant que du coup, on peut trouver des solutions. Travailler, c'est régler les problèmes. Donc, c'est normal qu'il y ait des problématiques dans le travail. La vraie problématique, pour le coup, c'est lorsque on ne peut pas régler ces problèmes. Et lorsque, par exemple, au bout de 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, ces problématiques demeurent, on commence à rentrer dans ce qu'on appelle la phase 2, donc les troubles bénins, où on commence à avoir des coups de colère. Quelqu'un qui est généralement très très calme, qui va péter un câble et on ne comprend pas trop pourquoi. Il y a de plus en plus d'absentéisme, de plus en plus de douleurs. On en a plein d'eau, comme on dit. On commence à somatiser. De plus en plus de démotivation, de plus en plus de gens qui quittent l'entreprise, donc de plus en plus de turnover. Et si malgré tout, la situation demeure, on arrive à la phase 3, donc là, les troubles aggravés, avec de plus en plus de comportements addictifs, de violences verbales, physiques, de maladies somatiques, de dépression, etc. Et dans le pire des cas, comme je disais, le suicide ou la tentative de suicide. Donc on a vraiment une évolution dans le temps. Pour prendre un exemple qui parle à tout le monde, je pense, dans le contexte actuel, vous prenez le cas des hôpitaux, le cas des infirmières, des aides-soignantes, ça fait très longtemps qu'ils signalent qu'il y a des choses qui ne vont pas, qu'il y a un manque de moyens, etc. Donc, il y a des choses qui ont été exprimées, mais qui n'ont pas été comprises ou qui n'ont pas été résolues. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui dans les hôpitaux, c'est de plus en plus d'infirmières qui partent. De plus en plus de jeunes infirmiers qui ne veulent plus rester dans ce métier-là parce qu'elles ont perdu espoir que les choses s'arrangent. Donc ça, c'est un bon exemple, en gros, d'évolution d'une phase, entre guillemets, bénigne, où on peut avoir des problèmes, mais ce n'est pas grave en soi, à des cas de troubles aggravés. Donc l'évolution. Je fais aussi un petit aparté. Cette notion de risque psychosocial, logiquement, si j'ai des RH en face de moi, je ne sais pas, qui ont déjà essayé de remplir le document unique avec cette notion de risque psychosocial et donc de danger et donc de gravité et de fréquence, vous avez dû vous rendre compte que c'était très très difficile de les remplir parce que précisément, comme il n'y a pas de danger, c'est compliqué d'évaluer une gravité et une fréquence. Donc c'est normal en fait que vous avez du mal à remplir le document unique avec les RPS. Donc si je prends une petite image que je vais réutiliser par la suite, la ressource psychosociale, en général, elle est à max dans la phase 1. Et plus on va, comme je disais, laisser les problématiques se gangréner en fait, dans le travail, et plus la ressource psychosociale, donc la pile, en fait, c'est l'image de la pile, va se diminuer. Et plus vous avez une pile, entre guillemets, qui est réduite, qui est basse, plus ça veut dire que les troubles sont importants. Au niveau individuel et au niveau collectif. Donc, quand on entend des gens dire, bah voilà, j'y arrive plus, j'ai plus la ressource, voilà, c'est un exemple justement de pile qui se réduit au fur et à mesure. Alors, voilà pour l'RPS. J'ai été un petit peu vite, mais encore une fois, si jamais vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, on passe à la troisième thématique, à savoir revenir au bureau. Oui, mais pourquoi? Oui, petite question. Alors, on a une question. Le danger n'est-il pas les facteurs de troubles qui sont formalisés dans la troisième bulle? Dépression, etc. Non, ça, ce sont des symptômes. Ce sont des symptômes. Les symptômes, c'est justement les effets alors, ce qu'on pourrait appeler du coup des facteurs de troubles. Les conséquences. C'est les conséquences, c'est ça. Là où ça se complique justement dans la thématique des risques psychosociaux, c'est que parfois ces symptômes, ces troubles peuvent devenir des causes. Exemple, je m'absente parce que j'en peux plus,
Mais du coup, puisque je ne suis pas là, c'est mes collègues qui récupèrent tout le travail. D'accord? Et donc, indirectement, je deviens une cause de trouble pour mes collègues. Mais ce n'est pas moi le point de départ pour le coup. Ouais. D'accord? Et tout l'enjeu, c'est d'aller au point de départ de la situation. Mmh. D'accord? Ou alors, voilà, un collègue qui a pété un câble en réunion, qui a balancé une chaise, voilà, donc c'est un acte violent. Il y a des gens qui ont pu être choqués. Donc, on peut se dire, si on veut, que le point de départ, c'est le comportement de l'individu, mais en réalité, c'est que la conséquence d'autre chose. Certainement en lien avec sa charge de travail, par exemple. On a également une remarque Mhm. qui nous dit: le monde pro est souvent compliqué. Dans une logique de peur de la mauvaise performance professionnelle, en tant que salarié, on cherche absolument à ne pas montrer le moindre détail qui pourrait mener les RH à avoir une mauvaise opinion de nous. Donc, on ne va pas partager ça avec l'entreprise, ou alors peut-être de façon anonyme ou informelle. Mhm. Peut-être faut-il un tiers ou autre. Quid de la médecine du travail qui espace de plus en plus ces rendez-vous obligatoires de suivi? Ouais, c'est une remarque intéressante. Alors, du coup, je vais juste revenir sur ce schéma pour répondre. Si on en vient à ne pas vouloir parler de ces difficultés personnelles, dans le sens où, en gros, ce que le travail nous fait en tant que symptôme, c'est qu'en réalité, on est déjà sur la phase 2, sur la phase 3. D'accord? La véritable prévention, c'est de parler des problématiques qui sont liées au travail dans la phase 1. D'accord? Dans cette phase-là, il n'y a pas de troubles psychosociaux. D'accord? On peut avoir des difficultés sur le travail. D'accord? Dire, bah voilà, là, tel client, j'ai un peu du mal avec lui. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport au management, par rapport à l'organisation, par rapport aux moyens pour gérer ce type de situation? D'accord? Et donc, trouver une solution à ce problème-là. Par contre, si on a ce problème-là et que malgré tout, il n'y a pas de solution qui est amenée, eh ben, ce type de client devient vraiment problématique pour moi et je commence à angoisser quand je vais au travail. D'accord? Et là, ça veut dire que, ça ne veut pas dire qu'il est trop tard, mais le problème, c'est plus seulement le problème lié au travail, le problème, c'est aussi les symptômes sur moi. Et donc, c'est plus compliqué à gérer. D'accord? Donc, en gros, il y a beaucoup plus de leviers d'action quand on est dans la phase 1 que lorsqu'on est sur les phases 2 ou sur les phases 3. D'accord? C'est malheureux, mais c'est une réalité. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus rien faire en phase 2 et phase 3, hein, je précise. Alors, comme le temps passe, donc on va cette fois-ci parler du coup justement du retour au travail après une phase de télétravail, mais ça suppose de bien comprendre justement toute la complexité du télétravail. Donc nous on parle d'équation du télétravail parce que justement il y a plusieurs dimensions à prendre en compte quand on parle de télétravail. Déjà il y a comment ça se passe, donc les conditions de travail au bureau. D'accord, ça c'est un élément qui est important. Je vais y revenir. Les conditions de travail à la maison. Il y a aussi la question de la nature de l'activité de travail, puisque toutes les activités ne sont pas forcément télétravaillables, hein. Et enfin, la question qui est souvent un petit peu négligée de l'équation individuelle, parce qu'on n'est pas tous égaux non plus face au télétravail. Donc, je vais les développer, mais très rapidement, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Sur les conditions de travail au bureau, ça pose déjà la question de comment est-ce que je suis implanté au travail, d'accord, en termes d'espace. Est-ce que j'ai un bureau seul? Est-ce que c'est un bureau que je partage avec un collègue ou deux ou trois? Est-ce que je suis en open space? Tout ça, ce n'est pas la même chose. Quelle est la perception du télétravail dans l'entreprise? Quelle est la culture autour de ça? Est-ce qu'on regarde le télétravail d'un œil plutôt méfiant? Est-ce qu'on considère que les gens télétravaillent n'en branlent pas une, pour reprendre un terme que j'ai entendu il n'y a pas très très longtemps, que ce sont des planqués? Ou est-ce au contraire on considère que ils ont plus de marge de manœuvre quand ils sont chez eux, qu'ils ont moins de temps de transport, donc ils ont peut-être plus de temps pour travailler, etc. Comment est-ce qu'on voit les choses? Et comment est-ce qu'on du coup on communique autour de ça? Quelle est l'organisation du télétravail? Est-ce que c'est un jour par semaine? Est-ce que c'est 5 jours par semaine? Est-ce qu'on a un jour obligatoire pour tout le monde, etc. Est-ce qu'on fait des réunions lorsque les gens sont en télétravail ou pas? Quels sont les équipements présents sur site? Là aussi, c'est très important. Est-ce qu'il y a des imprimantes, des outils collaboratifs, des logiciels métiers qu'on ne peut avoir qu'au travail et pas à la maison? Ou alors on peut le dupliquer pour la maison? Quel est le climat social? Voilà. Tous ces éléments-là, c'est hyper important déjà, parce que ce qui se passe dans le travail, c'est important pour comprendre la question du retour au travail. Les conditions de travail à la maison, là aussi, c'est un sujet, hein. Est-ce que, par exemple, en tant que télétravailleur, j'ai une pièce dédiée chez moi, avec un bureau, etc., ou est-ce que je travaille dans ma cuisine? Est-ce que j'ai les équipements adaptés? D'accord? Est-ce que j'ai, par exemple, simplement un PC portable, ou est-ce que j'ai un PC portable avec un écran déporté, une souris, un clavier, un siège adapté? Et autre point très important, c'est est-ce que quand je suis en télétravail, je suis seul chez moi et il n'y a personne pour me déranger? Ou est-ce que j'ai mon conjoint qui travaille à côté de moi? Est-ce que je suis en colocation? Est-ce que j'ai mon chien qui aboie toutes les 5 minutes? Petite dédicace à Alizé. Ou est-ce que, ou est-ce que j'ai mes enfants qui rentrent tôt de l'école et que du coup, voilà, je les entends ou ils viennent me solliciter pendant que je travaille? Concernant la nature de l'activité, est-ce que déjà mon activité est entièrement ou partiellement télétravaillable? Est-ce qu'il y a un intérêt parfois à venir sur site pour justement travailler? Est-ce qu'il y a des choses que je ne peux faire que sur site et pas chez moi?
et aussi quel est l'intérêt du travail collectif dans mon métier. D'accord, ça aussi, c'est un point qui se pose. Et puis, ben, la question de l'équation individuelle, déjà, on n'est pas tous égaux dans le sens où on n'a pas tous la même appétence au télétravail. Il y a des gens à qui ça plaît, d'autres à qui ça ne plaît pas du tout. Quelle est ma capacité aussi à travailler en dehors du cadre professionnel? Est-ce que j'ai une facilité justement à m'isoler chez moi et à travailler et à rester concentré? Ou est-ce que justement j'ai plutôt tendance à me laisser happer par d'autres choses? Et puis bien évidemment la question du temps de transport, à la fois la question de la durée, c'est pas pareil si on a 20 minutes en transport ou si on a 1 heure et demie, mais aussi de l'accessibilité. Si j'ai 1 heure et demie mais que je suis assis dans un train et que je peux bouquiner ou travailler, c'est pas comme si j'habite à 20 minutes et que j'ai 3 bus à prendre. D'accord, c'est très différent aussi. Donc on a ces 4 dimensions en fait à prendre en compte pour comprendre vraiment la question du télétravail. Et donc, en fait, on a un peu comme une équation, hein, c'est pour ça qu'on a employé le terme, qui fait que si on prend chacun de ces éléments, qu'on les prend pour chaque individu, et ben, on a des situations individuelles qui sont très, très, très diverses. D'accord. Donc, pour illustrer ça, ben, on a créé quatre personas issus de personnes qu'on connaît, hein. En réalité, les personnages sont fictifs, mais inspirés de gens réels. Donc, on a pris Lisa, Chiron, qui, malgré sa tête de vieux, s'appelle bel et bien Chiron, hein, c'est possible, Tommaso et Fabienne. Alors, ces 4 personnages, donc on va voir un petit peu quel est leur profil. Donc Lisa qui a 24 ans et qui, après des études en province, monte sur Paris, vit dans un studio. Et elle est arrivée il y a peu de temps dans une entreprise, donc elle est peu expérimentée. Et de chez elle, elle travaille sur son canapé. Donc elle n'a pas de pièce dédiée, elle n'a pas de bureau, ou sur son lit, ou sur sa table basse. D'accord. Donc sa ressource psychosociale en télétravail, elle est plutôt moyenne. D'accord. C'est pas que ça va pas du tout, mais c'est pas non plus parfait pour elle. Elle n'est pas dans une situation idéale. Chiron, lui, pour le coup, donc il a 55 ans, il vit dans une maison où il a une pièce dédiée pour le télétravail, donc un bureau à part entière, avec un bureau, un siège, différents équipements. Et surtout, il faisait déjà du télétravail avant toute la période qu'on a connue de télétravail confiné forcé. Donc il était habitué à ça. Et pour le coup, lui, il s'inquiète fortement du Covid. Donc prendre le train, ça l'inquiète un petit peu, revoir les collègues, ça l'inquiète aussi un petit peu, même si évidemment il prend en compte les gestes barrières, etc. Donc lui, sa ressource psychosociale en télétravail, elle est au maximum. Il est très très bien en télétravail, pas de souci pour lui. Tommaso, il a 36 ans, donc lui pour le coup, il n'a pas de pièce dédiée chez lui. Donc il travaille dans son salon, au milieu des va-et-vient de sa famille qui est nombreuse et de son chien. Donc pour lui, c'est très compliqué le télétravail. D'accord, il a vraiment quasiment le minimum de la ressource, donc il est vraiment pas bien chez lui. Et enfin, Fabienne, qui a le même âge que Chiron, 55 ans, donc elle a exactement les mêmes conditions que lui. Donc elle est en maison, elle a un bureau dédié, etc. Mais elle partage son bureau avec son conjoint, qui lui aussi est en télétravail. Et ce dernier passe beaucoup de temps, pour le coup, au téléphone ou en visioconférence, avec un matériel qui est fixe, donc il ne peut pas prendre son PC portable et aller dans le salon. Hein. Tout a été installé de manière fixe. Et donc ça oblige Fabienne souvent à quitter son bureau pour travailler sur son canapé. D'accord. En vrai, ça c'est mon cas. D'accord. Ma femme travaille à la maison à côté de moi et elle est très très souvent au téléphone ou en visioconférence et j'ai du mal à bosser à côté d'elle. Donc en termes de ressources psychosociales, on va dire qu'elle n'est pas au maximum, même si ce n'est pas catastrophique. Donc elle a des bonnes conditions, mais elle ne peut pas en profiter en permanence. Donc si on part du principe que justement, Interromps oui, un petit oui, instant. oui, oui. C'est vrai qu'on a la remarque, mais ton micro souffle un petit peu. Mon micro souffle, je vais essayer de l'éloigner un petit peu. Ouais, J'espère que c'est mieux. c'est mieux. Voilà. Ok, super, merci. Donc on part du principe que Chiron et Tommaso sont collègues, hein, ils travaillent dans la même entreprise. Et cette entreprise propose des conditions de travail plutôt bonnes aux salariés. Il y a un climat social qui est plutôt sympathique. Et surtout, comme je vous disais hein, par rapport au schéma de tout à l'heure, lorsqu'il y a des problématiques qui émergent, on peut en parler, c'est entendu, c'est compris, et on travaille collectivement pour trouver des solutions. D'accord. Donc dans ce contexte-là, en septembre, lorsqu'il faut revenir justement au travail, Caron, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il est plutôt motivé pour revenir. Il va revoir ses collègues, il pourra échanger de vive voix avec eux, ce qui va faciliter pour le coup le travail. Il y a des temps informels aussi qui avaient disparu avec le télétravail, donc on va retrouver en présentiel. Et puis, il pourra aussi imprimer enfin ses documents et profiter de la salle de visioconférence. Donc, il a un intérêt à revenir sur site. Pour Tommaso, évidemment, donc lui, il est vraiment pressé de revenir. Il sera beaucoup plus efficace hein, dans son bureau plutôt qu'à la maison et il pourra se concentrer sur ses dossiers sans être interrompu ou interpellé par ses enfants ou les aboiements de son chien.
D'accord, donc il a véritablement, là aussi, un intérêt pour le coup très fort à revenir sur site. Dans le cas de Fabienne et de Lisa, on est dans une situation un petit peu différente, où là, les conditions de travail ont été moins pensées pour du télétravail, et on a carrément un climat social qui va dégrader la ressource psychosociale. Donc pour Fabienne, elle, ce qu'elle dit, c'est qu'elle ne voit pas l'intérêt de revenir. Et comme elle dit, on n'a pas tous les mêmes jours de présence sur site. Du coup, il y a des collègues que je vois et d'autres que je ne vois plus du tout. Donc c'est compliqué pour le travail. Parfois, on doit faire 2 fois la même réunion, alors qu'une seule visioconférence pourrait suffire. Donc ça aussi, c'est inspiré de faits réels. Donc là, le problème dans son cas, c'est la question de l'organisation du télétravail. C'est quelque chose qui n'a pas été pensé. Et du coup, elle se sent moins efficiente en retournant au bureau. Pour le cas de Lisa, donc elle, ce qu'elle nous dit, c'est l'ambiance n'est vraiment pas terrible au boulot. On se dit à peine bonjour, chacun travaille dans son coin, malgré l'open space. Et tout ce que je fais là-bas, je peux déjà le faire de chez moi. Donc entre de mauvaises conditions au travail et de mauvaises conditions chez moi, autant rester chez moi. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on a déjà entendues. Donc ce qu'on est en train de dire, c'est pas que Fabienne et Lisa ont raison de dire ça et de faire ce qu'elles font. Ce qu'on dit, c'est qu'en tout cas, elles ont des raisons qui expliquent justement ces comportements. Et donc l'idée, c'est de comprendre ces raisons-là pour ensuite trouver des solutions et pas de culpabiliser en fait le salarié en disant ben, tu veux pas venir, c'est que tu as un problème. D'accord, ça aussi, c'est des choses qu'on a plus ou moins déjà entendues. Donc, en synthèse, si l'idée, c'est d'avoir une entreprise qui facilite justement la question du télétravail et qui facilite le retour sur site, c'est qu'il faut essayer de développer un climat social qui soit plutôt bon, avec des conditions de travail adaptées sur site, mais qui prennent aussi en compte la question du télétravail. Benoît va vous en parler tout à l'heure, et qui est une plus-value pour le salarié à revenir sur site. Dans ces conditions-là, évidemment, même si on a de très bonnes conditions de travail chez soi, a priori, on n'a pas de problème pour revenir sur site. À l'inverse, si l'entreprise n'offre pas de bonnes conditions de travail entre guillemets à ses salariés, de bonnes conditions aussi sur le retour, une bonne organisation du télétravail et une plus-value sur site, et ben, même si on a de mauvaises conditions de travail chez soi, ça va être compliqué pour un salarié de trouver la force de s'engager et de se motiver pour revenir au travail. Encore une fois, on n'est pas en train d'excuser ce comportement, mais on dit qu'il peut s'expliquer. Et que dès lors qu'on peut l'expliquer, on peut trouver des leviers d'action pour faciliter justement ce retour au travail dans de bonnes conditions. Je vais m'arrêter là. Je vais laisser la parole du coup à Benoît, s'il n'y a pas de questions. Mais dans tous les cas, on peut revenir par la suite. Alors, c'est le grand moment logistique du transfert d'équipement. Et bon, on me voit, on m'entend. Super. Bien, bonjour à tous. Je prends donc le relais. Donc moi, je suis l'autre. Hein, c'est Geoffrey, moi, c'est Benoît. Du coup, il me reste 2 thématiques à aborder avec vous. Geoffrey vous a bien secoué les neurones sur le sujet des RPS. Il a commencé à aborder cette notion d'équation, un peu symbolique, de qu'est-ce qui fait aujourd'hui que je viens ou pas à reculons dans mon lieu de travail physique, ou je préfère rester chez moi, etc. Là, on va plonger un peu plus profondément dans les 2 dimensions qui vont être le sujet justement du management lié au présentiel, au distanciel, en essayant de revenir sur on va dire des pistes de réflexion ou d'action plus ou moins concrètes pour essayer de favoriser cet équilibre entre présentiel et distanciel. Et puis, on passera dans l'un peu plus concret, parce qu'on parlera des espaces et du travail en espace dynamique dans une deuxième partie. Donc, je commence sur les enjeux du management présentiel-distanciel. Et première notion abordée là-dessus, c'est une histoire d'équilibre. Alors, on a symboliquement choisi ce petit visuel autour du yin et du yang pour pointer le fait qu'on est forcément dans ces sujets, peu importe les conditions de travail à la maison ou au bureau. Dans tous les cas, l'idée, c'est que c'est bien une complémentarité. Qu'on soit sur une répartition 1 jour de télétravail, 4 jours de présentiel ou 2 et 3, 3 et 2, etc. inversé. Peu importe la durée qu'on passe au bureau ou chez soi, l'idée c'est quand même d'avoir cette notion de complémentarité. Quand je suis à distance, je garde le lien avec mon bureau.
Et quand je suis au bureau, je garde le lien avec mes collègues à distance. Il n'y a pas une rupture franche. Ce n'est pas parce que je suis chez moi et que je suis, par exemple, plus sur des tâches de production qu'il ne faut pas qu'il y ait de dispositif pour pouvoir communiquer avec mes collègues, faire des points réguliers, pouvoir rendre compte de ce sur quoi je travaille, avoir des ressources quand je suis en difficulté, etc. Puis inversement, ce n'est pas parce qu'une partie des salariés sont en présentiel que le focus est mis sur eux et qu'il n'y a pas de lien avec ceux qui sont en même temps chez eux. Là, c'est un petit peu l'introduction. On reviendra avec plus de précision sur cette notion d'équilibre. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'intérieur de cette dimension d'équilibre, on a, nous, identifié un triptyque qui est le suivant. Le premier pied de ce triptyque, pour que l'équilibre se fasse, c'est l'organisation du travail. Donc, on est au cœur, alors on reviendra dessus, de l'organisation du travail. Donc, comment, exemple, c'est quelques exemples. Y a-t-il un jour commun ou des jours communs de présence simultanée? Y a-t-il des réunions collectives qui sont mises en place? Sommes-nous en organisation de flex office? Je reviendrai un petit peu dessus, etc., etc. Des grosses organisations comme ça qui font que, en fonction des choix qui sont faits, on va dire structurants, derrière, on va se poser la deuxième question, celle des équipements. C'est-à-dire en fonction de ce que j'ai choisi. Exemple, beaucoup de télétravail, du travail nomade avec beaucoup de déplacements, beaucoup de travail à la maison, ou à l'inverse, beaucoup de présentiel, il n'y aura pas le même impact sur le niveau d'équipement des salariés. Exemple, est-ce qu'on les équipe tous d'un smartphone? Faut-il un PC portable pour pouvoir le transférer? Y a-t-il des dossiers physiques ou dématérialisés à prendre en compte? Faut-il donner des grosses clés USB ou des disques durs externes de grosses capacités pour pouvoir faire ces transferts? Faut-il mettre en place des VPN un peu partout pour que chacun puisse se connecter à sa boîte mail, à intranet, voire au réseau, etc. Est-ce qu'il y a beaucoup de travail de réseau? Est-ce que les gens travaillent sur des mises à jour de documents communs, etc. Bon, c'est plein de questions qui se posent, qui, comme vous le voyez, sont en lien direct avec l'organisation et sont en complémentarité de l'organisation. Il faut que les moyens en face d'une organisation puissent répondre à cet équilibre. Et la dernière dimension, on reviendra un peu plus dessus dans la dernière partie, c'est l'espace. C'est qu'une fois on s'est posé la question de comment on organise les choses, d'un point de vue macro, mais aussi micro, comment on équipe les gens, qu'est-ce qu'on leur donne comme ressources qu'ils puissent emporter, etc. C'est dans quel espace on va les intégrer, notamment au niveau du lieu de travail. À la maison, ça va être un peu plus compliqué, même s'il y a des possibilités d'éventuels financements, d'écrans, de chaises, etc., qui sont un peu à droite, à gauche. Là, on parle plutôt de quand je reviens au travail, face à quels espaces je me retrouve, et dans ces espaces-là, quelles ressources je trouve. Je ferai l'aborder un peu tout à l'heure, ça répond à la question, OK, je reviens au travail, mais pourquoi? Pourquoi faire? Et qu'est-ce que je trouve quand je pousse la porte? Eh bien, ce côté espace, qui est bien le troisième point de ce triptyque, est aussi important que les équipements, l'organisation, parce que s'il y a un déséquilibre là-dedans, si c'est très bien organisé, que j'ai un ordi portable, etc., mais que j'arrive et qu'en fait, on est en flex office et je trouve pas de place pour m'installer, on voit que ça ne marche pas. À l'inverse, on imagine un super espace avec des ressources, etc. Je viens au bureau, mais au niveau équipement, ça ne va pas du tout parce que je n'arrive pas à me connecter. Ou au niveau organisation, quand je viens, je ne croise pas les bons collègues avec qui je devais bosser, ou je devais voir mon manager et ce jour-là, il n'est pas là. On devait faire un point d'équipe et puis en fait, il est parti sur autre chose. On voit bien que ça ne marche pas non plus. Donc, on est bien sur une complémentarité et des relations d'interdépendance entre ces trois dimensions-là. Si on fait un peu le focus sur ce point-là, sur l'organisation, on peut dissocier deux termes et deux notions. Je les ai un peu abordés. C'est la macro-organisation qui est la micro-organisation. La macro-organisation, on va être plutôt sur ce que j'expliquais tout à l'heure, sur des gros systèmes managériaux, des gros systèmes structurants pour l'entreprise ou pour un service. Exemple, donc le flex office, pour rappel, le principe, c'est puisque beaucoup de télétravail, alors je mets moins de postes de travail que de salariés au total. Le roulement fait que quand les gens viennent, ce qu'on propose, c'est des postes de travail non attitrés. J'utilise un poste de travail. Le soir, je clean desk. En gros, je range tout ce qu'il y a sur mon bureau. Je range ça dans une petite armoire qui m'appartient, un petit casier. Et le lendemain, soit je reviens, soit d'autres reviennent et peuvent se mettre à l'endroit où j'étais. Ça, c'est le principe du flex office, qui a ses intérêts, notamment en termes d'immobilier, de surface au sol, etc. Mais qui a aussi ses limites. L'idée, là, c'est pas de parler forcément du flex office, mais c'est pour dire que c'est des choix typiquement très structurants, comme ça pourrait être autre chose, un travail basé sur des bureaux individuels, des réunions fréquentes ou pas, du travail en équipe ou pas, voilà, des choix vraiment structurants. Et en face, on a la micro-organisation, c'est un peu la déclinaison de tout ça,
Et c'est les règles qu'on va construire au quotidien. Par exemple, les règles d'usage liées aux ressources, liées aux espaces, les horaires, le nombre de réunions, les jours où les gens sont là en même temps ou pas, etc. On est dans un niveau un peu infra au niveau de l'organisation, mais c'est bien une complémentarité des deux qui est nécessaire. Et évidemment, cette adéquation-là, entre le macro et le micro, il est orchestré au quotidien par une fonction qui est la fonction managériale, qui sont un peu les chefs d'orchestre de toute cette symphonie. Et on sait très bien que quand il y a des fausses notes, ou quand un manager n'est pas là, ou quand ça prend une mauvaise orientation, quand il y a des conflits, que justement cette partition commence à dévier un petit peu, et on peut vite monter, hein, pour faire le lien avec la notion de troubles psychosociaux, dans des sphères, hein, vous avez vu, rapidement en deuxième situation, en troisième situation, pour reprendre le schéma que présentait Geoffrey tout à l'heure. Donc là, on pointe, hein, la liaison entre cette façon de mettre en musique le travail au quotidien et ces nouvelles organisations qui sont liées à l'arrivée massive, hein, la multiplication du distanciel qui se passe maintenant depuis 1 an et demi et qui commence à se normaliser, à être un peu plus cadré au niveau réglementaire. C'est un peu l'actualité de la rentrée. J'avance donc sur le sujet. Je vais essayer de pointer, hein, comme l'a dit Geoffrey, hein, on était, hein, jusqu'à présent plutôt dans des termes et de la vulgarisation de concepts. Là, on bascule un peu plus sur allez, on va appeler ça des conseils, des repères, des problématiques ou des questions à explorer, justement liées à ce management. La euh, première typologie de questions, on va dire, c'est comment répartir les tâches, comment viser l'équité. Effectivement, il y a un gros travail autour de présentiel, distanciel. Qu'est-ce qu'on fait à la maison, qu'est-ce qu'on fait sur le lieu de travail, mais aussi des inégalités, parce que d'une personne à l'autre, mais aussi d'une fonction à une autre, tout le monde ne peut pas travailler le même nombre de jours à la maison, voire certains n'ont pas d'activité télétravaillable. Dans certains secteurs, c'est impossible de télétravailler. Et bien du coup, cette question d'équité entre les salariés peut être un vrai sujet à réfléchir, bien sûr, en conciliabule, en réflexion, en réunion, etc., mais aussi avec chacun des salariés, voire dans des échanges un peu ouverts sur ce sujet-là. Deuxième question, comment contrôler l'exécution des tâches, comment objectiver le travail, ça aussi, hein, c'est un vrai sujet. Le travail, tant qu'il était, j'ai envie de dire, local, au moins visible, ou au moins du coup en présentiel, c'était plus facile de voir une pile de dossiers qui diminue ou qui augmente. C'était plus facile de passer une tête derrière un salarié et voir où il en est. C'est plus facile de se faire un petit point de 5 minutes dans une salle et de voir où ça en est, etc., etc. Le télétravail, le distanciel implique une certaine disparition de tous ces repères et donc pose la question de comment objectiver, contrôler, avoir un regard sur les tâches et comment être ressource si jamais c'est nécessaire. Troisième type de question aussi à prendre en compte, comment créer une dynamique collective avec moins de travail collectif et moins d'échanges. De fait, hein, les gens se croisent moins, les fréquences sont extrêmement diverses en fonction des choix justement du nombre de jours de télétravail, qui est souvent d'ailleurs cadré, par exemple, jusqu'à 3 jours par semaine, mais qui est aussi lié au choix individuel, hein. Si une personne décide de ne pas télétravailler, ça pose aussi question et ça vient remettre parfois en question les choix qui ont été faits. Quatrième question, comment interagir de manière fluide avec l'équipe? Là aussi, on en reparlera un petit peu après, hein. La fréquence, les modalités, le visio, le présentiel, l'hybride, etc. On y reviendra après. Comment soutenir, être à l'écoute, être vigilant aux signaux faibles, hein. C'est plus facile du coup de passer à côté de certains signaux de détresse, de souffrance, de difficulté, quand les personnes sont à distance, et qu'on les voit beaucoup moins que quand on peut discuter rapidement, avoir les retours visuels, la petite confidence à la machine à café ou autour d'un repas, etc. C'est plus compliqué à distance. Puis dernière question, c'est comment gérer sa propre charge de travail et répartir son temps. Si on se centre du côté management, les managers sont des salariés comme les autres et eux aussi ont cette nécessité de gérer, même s'ils drivent d'autres êtres humains, ils ont aussi une charge de travail qui peut être liée à ce management ou qui peut être aussi une activité tierce de production, etc. Donc voilà, ça c'est les 6 grandes questions qu'on pouvait se poser. Ça nous emmène aussi vers allez, on va dire des grands principes ou de recommandations. La première, hein, c'est alors, faire confiance, hein, c'est facile à dire, mais on voulait surtout aborder le côté invisibilité de l'activité. Comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est un changement de paradigme, hein. Jusqu'à présent et pendant très longtemps, travailler, c'était être présent au travail pour beaucoup. Et à partir du moment où vous étiez présent au travail, ce que vous faisiez,
parfois, on n'a pas forcément un regard toute la journée dessus. Là, d'un coup, les gens sont chez eux et on peut se poser la question, est-ce qu'ils travaillent vraiment? Qu'est-ce qu'ils font? Je n'ai pas l'œil dessus, etc. Ça peut être source d'angoisse, source de surcontrôle, source de reporting démultiplié, source de points journaliers démultipliés, etc. Donc, l'idée, c'est de trouver le bon équilibre. Bien sûr, il ne faut pas lâcher les salariés complètement quand ils sont chez eux. Par contre, il faut trouver le bon moyen de trouver cet équilibre, quitte à le co-construire avec eux ou co-construire avec une équipe. Hein, c'est-à-dire laisser aussi de la marge de manœuvre, du pouvoir d'agir aux salariés pour essayer de dire, bah voilà, moi typiquement, voilà mon fonctionnement. Si tu veux, on peut faire un point à ce moment-là. De quoi tu as besoin, de quoi j'ai besoin, etc. Pour avoir un regard effectivement sur le travail. Pour autant, ne pas être complètement en total freelance quand on est à la maison et puis d'un coup on redécouvre 3 jours après, ah, t'en étais que là, t'as pas géré ça, etc. Forcément, ça peut être source de conflits, etc. Deuxième grand principe, c'est mettre en place régulièrement des temps d'échange collectifs, être en lien au sein et entre les collectifs, favoriser les échanges qui ne vont pas de soi, etc. Là aussi, hein, en présentiel, c'est assez ancestral, hein, le principe des réunions, parfois d'ailleurs des réunions qui ne servent pas toujours. Certains sont même atteints de réunionnite aiguë. En tout cas, à une époque, c'était le cas. Ce qu'on a repéré, c'est que ça s'est démultiplié, en fait, cette maladie. Ça s'est vachement démultiplié dans certaines entreprises, justement parce que on a pu ce petit côté informel où on passe, on peut échanger facilement. Donc, on donne des réunions formelles, rendez-vous à telle heure sur tel type de visio, etc. Ou tel jour, vous êtes tous là, donc on se voit et pendant une demi-journée, on va parler de choses. Voilà, il faut trouver là aussi le bon équilibre dans tout ça. Et une fois de plus, visons davantage la co-construction, notamment sur la fréquence, le contenu, etc. Mais on reviendra un petit peu dessus après. Troisième post-it, identifier les facteurs de difficulté, les irritants et les pistes d'amélioration. Là aussi, c'est plutôt le côté amélioration continue et prise de marqueurs un peu du réel, du quotidien. Les irritants, hein, c'est un terme assez significatif. En gros, c'est laisser la possibilité d'un retour chaque semaine, chaque jour ou chaque mois sur ce qui gêne dans cet équilibre distanciel-présentiel. En termes de pistes concrètes, hein, on a vu dans certains services ou entreprises des tableaux ou des boîtes mises en place comme des boîtes à idées, mais voilà, je mets anonymement ou pas d'ailleurs le petit irritant du quotidien. Tiens, je vois plus assez mes collègues. Tiens, la dernière fois, j'ai reçu une masse de mails, ça m'a complètement mis en retard pour le reste, etc. etc. L'important, c'est de laisser la porte ouverte à ce retour. Ne pas attendre la réunion, la grande messe, tous ensemble une fois par mois pour que quasiment personne n'ose lever la main d'ailleurs pour s'exprimer devant tout le monde, mais d'avoir ce petit retour possible. Il peut être dématérialisé, ça peut être des mails, ça peut être une boîte à idées en ligne, mais ça peut être aussi localement, comme je disais, une vraie boîte à idées, un petit tableau, un tableau Velleda sur lequel j'écris moi en tant que salarié, moi en tant que manager, voilà les sujets que j'aimerais aborder parce qu'il y a quelque chose qui m'irrite justement, on va garder ce terme-là, et puis peut-être des pistes aussi d'amélioration de la situation. Pour avancer donc concernant les échanges, j'en ai parlé un petit peu. On l'a tous vécu, je pense, les échanges en distanciel. L'idée, c'est de varier les formats et surtout de bien gérer les modalités d'animation. Une réunion en distanciel, hein, pour ceux qui ont l'occasion d'en animer, c'est pas les mêmes règles, pas les mêmes codes, pas les mêmes usages qu'en présentiel. Les retours d'informations ne sont pas les mêmes. Le tour de parole n'est pas les mêmes. Tout le monde n'ose pas prendre la parole de la même manière. Donc ça s'organise. À l'exemple de ce webinaire, hein, on a plutôt l'habitude d'avoir des humains devant nous. Aujourd'hui, on n'a que Alizé en visuel. Les autres sont derrière un chat. Voilà, c'est assez étonnant, mais c'est de plus en plus d'usage. Donc tout ça, c'est des codes à reconstruire individuellement en tant qu'animateur, mais aussi avec ceux qui participent. Donc donner des règles communes, partagées pour favoriser l'expression, etc., etc. Le public Oui. le public te fait entendre qu'ils sont là quand même. Ah, ça fait plaisir. J'avais un petit doute, mais ça rassure. Merci beaucoup. En présentiel aussi, hein, du coup, là aussi, hein, comme je disais, le risque, c'est le goulot d'étranglement. C'est qu'une fois qu'on est présent, bah, c'est le moment où on va parler justement de tout ce qu'on n'a pas eu le temps dans la semaine parce que personne ne s'est croisé. Donc, éviter ce genre de goulot. Et puis, voilà, miser sur des jours de présence commun, au moins un dans la semaine si c'est possible. Mais faut-il encore que l'espace, on en parlera juste après, réponde aussi à ce besoin. Et puis, à éviter les situations hybrides, vous l'avez peut-être déjà tous vécu, qui créent un déséquilibre entre ceux qui sont en présence et ceux qui sont à distance. On a souvent tendance, en tant qu'animateur, hein, pour avoir animé pas mal de réunions ou autres formations, en hybride, bah, bien entendu, on a le réflexe de plutôt parler à ceux qui sont dans la salle et un peu oublier ceux qui sont à distance. Le pire, c'est quand on est en audio
et en présentiel. Alors là, ceux qui sont en audio n'existent plus et de temps en temps, on se dit « Ah oui, j'entends un grésillement ou quelqu'un qui veut parler ». C'est très compliqué en termes d'implication, etc. À distance. Donc, dans la mesure du possible, éviter les brides. Si c'est impossible d'esquiver ça, bien sûr, il faut essayer de mettre les bonnes façons pour que chacun puisse s'exprimer. J'avance un peu. 3 autres recommandations pour finir un peu sur ce sujet. Adopter une démarche d'écoute proactive pour éviter de passer à côté. Donc là, je parlais de signaux faibles. C'est vraiment des codes aussi qui ont changé. À l'époque, on était full présentiel forcément. Les marqueurs de la souffrance, etc., n'étaient pas les mêmes qu'à distance. Donc quelqu'un qui se sent isolé ou autre, peut-être qu'on remarquera plus d'absence, peu de réactivité dans les échanges, etc. C'est vraiment des codes qui changent, donc des lectures de codes qui changent aussi. Avant-dernier post-it, donc c'est revenir vraiment sur ce sujet des tâches et surtout le côté évolution des tâches, ne pas faire des choses figées, essayer d'avoir quelque chose de modulable et avec un retour fréquent et justement évolutif. Et puis valoriser aussi la progression, l'avancement. Je disais tout à l'heure, les piles de dossiers qui disparaissent, c'était un marqueur de l'avancement. Comment on fait pour gérer et motiver aussi à distance ce côté je fais avancer un schmilblick et j'ai le retour sur cette avancée-là. Et puis, dernière chose, et ça paraît bête quand même, mais je le disais tout à l'heure, quand on manage tout ça, qu'on essaye d'être chef d'orchestre, il faut aussi ne pas hésiter à demander de l'aide à l'extérieur, à d'autres collègues. Ça peut être même du coaching s'il le faut. Le plus dur, c'est d'avouer le fait qu'on soit en difficulté ou qu'on ait un peu de lacunes ou autres sur certaines choses. Donc là aussi, la formation, l'accompagnement, etc., c'est une des voies possibles. Faut-il encore oser le faire? Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut passer un moment à mettre des mots sur les difficultés pour que les choses évoluent. Voilà pour voilà, c'est des recommandations assez générales, évidemment. On est sur un tout petit webinar. C'est des choses qu'on peut revoir en formation, bien entendu, de manière un peu plus approfondie. Puis, je vais terminer sur la partie espace dynamique. Donc là, on va être un peu plus dans le dur. Je vois que l'heure tourne, donc je vais essayer de le faire assez rapidement. Ce qui est sûr, c'est que je vous le disais, les espaces, avec le fait que tout le monde ne revient pas forcément en même temps au travail, fait que, en fonction des jours de présence ou pas, les espaces ont été re-questionnés par cette vague de distanciel massif. Et du coup, on peut se poser la question de comment redynamiser tout ça, comment adapter des espaces au fait que tout le monde ne vient pas en même temps ou qu'un jour par semaine, tout le monde vient en même temps, etc. Pour la petite intro, on reprend un petit peu l'idée de tout à l'heure, on reste sur ce triptyque et cet équilibre organisation, équipement, espace. Et là, on se concentre, comme je le disais plus tôt tout à l'heure, sur la partie espace. Avec, pour être très concret, l'organisation qui va se traduire, on parlait de flex office, travail en équipe, est-ce qu'il y a de la réception ou pas, est-ce qu'il y a de l'activité téléphonique, c'est les grandes questions à se poser au niveau organisationnel, et cette organisation doit trouver une traduction spatiale. Donc là, on parle vraiment de choses très concrètes, c'est comment, en fonction des choix qui ont été faits, je vais organiser mon espace, je vais équiper mon espace dans des ressources qui répondent à ce besoin. Et je vais rapidement brasser 3 typologies de situations. Avec une même visualisation 3D qui est de 50 mètres carrés. Donc là, on est sur 50 mètres carrés. On est dans une situation assez classique de bureau individuel. 3 personnes dans un bureau individuel. Nombre d'emplacements de travail, 3 du coup. Nombre d'agents en présentiel dans cette situation, 3. On voit qu'il y a des avantages, des limites. Les avantages, évidemment, c'est qu'on peut faire de la réception, c'est que si on téléphone, ça gêne globalement personne si c'est bien isolé acoustiquement, etc. Les limites, c'est que déjà, ça bouffe de l'espace, évidemment, mais c'est qu'on imagine que cette situation, il y a 2 personnes en distanciel, on se retrouve avec une personne dans 50 mètres carrés. Si on veut favoriser le collectif, c'est compliqué. Ou alors, il faut des espaces support à côté. Donc ça, on la connaît bien, cette situation. C'était un peu ce qu'on a vécu pendant beaucoup d'années, ces bureaux individuels. Et puis la deuxième situation, c'est plutôt celle de ce qu'on a appelé l'open space. Alors là, on est dans un bureau collectif de 6 personnes. 6 personnes en présentiel, aucune en télétravail dans l'illustration. Et là aussi, c'est un peu l'image caricaturale que j'ai mis en intro. On imagine que 2-3 personnes commencent à être en télétravail ce jour-là. On peut vite se retrouver à 1 ou 2 dans ce grand espace avec des fonctionnements qui sont plutôt liés à des modalités un peu plus anciennes, avec beaucoup de stockage, avec pas d'espace particulièrement en support, plus de visio avec le distanciel fait qu'on peut gêner les autres, etc. Et la troisième typologie, pour finir, c'est celle qu'on peut appeler espace dynamique, qui est un peu plus dans l'air du temps, où là, on a toujours ces 50 mètres carrés. Dans l'illustration, on a un effectif de 6, mais seuls 3 sont présents. En revanche, les emplacements de travail, je reviendrai dessus juste après, sont au nombre de 12. Et on a 3 salariés présents avec un espace qui est construit pour apporter différentes ressources.
on peut imaginer qu'ils soient en flex office ou pas d'ailleurs, hein, ou qu'ils soient en placement libre ou pas, que les postes soient attitrés ou pas. On va retrouver des ressources avec un espace plutôt informatique orienté production, traitement informatique. Un espace plutôt convivialité avec justement café, endroit un peu cosy pour se poser. Un espace de travail plutôt pour travailler soit debout, soit sur des chaises hautes. Une bulle acoustique pour passer les coups de fil, avoir des visioconférences, etc. Un espace d'échange bilatéral. Et enfin, plutôt les aspects stockage, soit collectif, soit quasi individuel, si on est sur du flex office, par exemple. Pour finir, voilà, typiquement, là, on est sur un espace où on a 6 postes de travail, 3 salariés présents et 12 emplacements de travail potentiels. Ça ne veut pas dire qu'on va passer une journée entière sur les tables hautes ou une semaine entière. L'idée, c'est d'offrir des ressources différentes, des cartes différentes aux salariés qui revient. Et pour répondre à la question de pourquoi je reviens au travail, eh bien, c'est un peu l'idée d'offrir dans l'espace dynamique diverses situations possibles de travail en collaboratif, en individuel, en cloisonnement acoustique, etc., pour répondre aux nouveaux besoins. Je vais finir là-dessus. J'étais un tout petit peu vite, mais si vous voulez, on peut revenir sur 2-3 questions. Juste pour conclure, l'idée, c'est de vous dire que, évidemment, ça a été très vite. Dans le cartable, bah, évidemment, nous, on reste disponible. Comme on le disait tout à l'heure, on a rejoint l'équipe d'experts Ma Bonne Fée. Ça veut dire aussi que nos propositions de formation restent valables, notamment formation, accompagnement individuel ou groupe projet, hein, réunis autour d'un projet. Ça s'adresse à un public très large. Et bon, bah, vous pourrez aller voir un peu plus tard, mais on a quand même un panel assez large d'interventions, plutôt deux grandes sphères. Le développement de la santé et l'efficience, avec ces sujets de management, de sujets de comprendre les accidents du travail pour remonter aux causes, la dimension psychosociale, les troubles musculo-squelettiques, et puis les nouveaux enjeux du tertiaire. Hein, c'est un peu ce qu'on vient de développer très vite sur ces sujets de réorganisation d'espace, d'équipement. Et puis une partie plutôt outiller les acteurs de l'entreprise, avec le sujet des démarches participatives, les sujets de développer aussi la créativité, de l'innovation, notamment pour ceux qui sont axés conduite de projet, l'appréhension de l'homme au travail d'une manière large, les sujets de conduite de projet, les sujets aussi de comment équiper, et c'est en lien avec le dernier point, comment créer des formations pertinentes et pédagogiques, la vulgarisation scientifique, vous avez vu, on adore ça, et puis créer des PowerPoint les plus originaux et digestes possibles, ça aussi c'est notre dada, j'espère qu'aujourd'hui c'était le cas. Voilà, il ne reste pas beaucoup de temps. Je ne sais pas s'il y a quelques échanges possibles. Mais nous, on a fini. C'était un peu rapide, mais on a essayé de brasser large. Voilà. Alizé, on te laisse nous faire un retour s'il y en a. Alors là, vous avez du coup l'occasion de poser quelques questions. Alors, on me dit merci, c'était très intéressant, c'était super intéressant. Merci, c'était très clair. Est-ce que... Question. Tout ce discours et ces explications sur les RPS en début de webinaire, c'est une approche purement française ou est-ce assez partagée sur le plan international, notamment dans le monde anglo-saxon? Alors, vu qu'on a un seul écouteur, je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Est-ce que tu veux que je la répète? Oui, je veux bien, s'il te plaît. Ouais. Tout ce discours et ces explications sur les RPS en début de webinaire, c'est une approche purement française ou est-ce assez partagée sur le plan international, notamment dans le monde anglo-saxon? D'accord. Alors, l'approche qu'on vous a montrée là, elle est inspirée en fait de l'approche de l'ergonomie. Et je ne sais pas si vous étiez là au premier webinaire, quand on a présenté ce qu'était l'ergonomie, mais nous, on pratique l'ergonomie qui s'appelle justement de langue française, qui est pratiquée surtout dans les pays francophones, donc principalement la France et le Canada. Je n'ai pas forcément de retour du coup sur ce qui se fait dans les pays anglo-saxons, mais à ma connaissance, ils ne pratiquent pas la même ergonomie entre guillemets que nous, qui est beaucoup plus basée sur des approches, j'ai pas le terme qui me vient, mais plutôt normatives, on va dire, hein, et anthropométriques. Donc, je ne suis pas sûr qu'ils aient forcément cette approche-là. Ils ont l'approche du bien-être, etc., qu'on a aussi, qui se développe de plus en plus aussi en France, mais sur cette approche de la ressource psychosociale, je ne suis pas sûr. Est-ce que tu peux expliquer normative, s'il te plaît? Normative, en fait, l'idée, donc c'est ce qu'on appelle le human factors en fait en anglais, c'est l'idée de considérer en fait l'être humain comme un être humain entre guillemets moyen, qui a par exemple une taille moyenne, qui a un QI moyen, etc. Et de tout considérer par rapport à ces normes-là. Alors que notre point de vue à nous, c'est de dire que chaque humain est différent, même si on peut effectivement retrouver des moyennes chez tous les individus,
mais que globalement, si on prend tous les éléments qui composent un individu, on ne va jamais en trouver un qui est identique à un autre. Et donc de s'attacher plutôt au réel et au travail réel, et pas à des éléments pensés en laboratoire ou entre penseurs, entre guillemets, mais qui ne font pas référence à la réalité. Super. Merci, apparemment c'était très clair. Merci. On vous remercie aussi, c'était très intéressant et très clair, autant vos interventions que votre PowerPoint. Merci beaucoup, c'est très gentil aussi. En tout cas, on prend beaucoup de plaisir à partager avec vous. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce qu'il est temps de clôturer ce webinaire? De toute façon, vous pouvez le retrouver en replay à partir de ce soir sur l'espace en ligne Ma Bonne Fée, et vous recevrez chacun un email également qui vous permettra de prendre contact donc, directement avec nos experts et pour aller un petit peu plus loin sur le sujet si vous le souhaitez. Pas de questions. Ok. Donc on vous remercie beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup, Alizée. Et merci à ceux qui nous ont écoutés. Et pareil pour les remarques et les échanges. Merci à vous. Super, merci à tous. Bonne journée.